Mesdames, Messieurs, bonsoir. La tournée actuelle du président Trump au Moyen-Orient détonne. Oubliez la diplomatie classique ou les grands accords de paix immédiats. L'objectif numéro un, c'est la signature de méga deal. Et si le véritable moteur de ce voyage était de distancer la Chine sur un terrain stratégique crucial, l'intelligence artificielle? Question que nos experts vont décrypter pour nous ce soir. Le succès de cette visite ne se mesurera pas en poignées de main, mais en milliards, des centaines de milliards de dollars d'investissement des pays du Golfe vers les États-Unis. 600 pour l'Arabie Saoudite, 1200 pour le Qatar. En échange, les partenaires veulent un accès aux puces électroniques les plus avancées, ces bijoux de la technologie IA. Pourquoi cet échange massif? Quel rôle dans la bataille directe, dans la guerre techno-commerciale entre Washington et Pékin? Et puis, bien sûr, restent les problèmes de la région, Gaza, l'Iran. Mais pour l'administration Trump, les deals d'IA et d'investissement semblent comme des priorités les plus dominantes et les plus atteignables. Cette tournée, c'est le dealmaker de Trump visiblement en pleine action. Moins de déclarations de paix incertaines, plus de contrats concrets pour devancer Pékin. Une approche d'une redoutable efficacité ou d'un certain cynisme. Le débat est ouvert. Avec moi en plateau, l'expert en relations internationales, Fred Boutaleb, bonsoir. Bonsoir. Et se joint à nous depuis Vancouver, au Canada, l'expert en stratégie politique, Moulay Hicham Mouatiadid, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de vous joindre à nous ce soir. Alors, ce voyage du président américain souligne l'approche très stratégique et surtout pragmatique de Donald Trump, qui est axée sur les intérêts économiques et la réelle politique. Commentaire, Faites Boutaleb. Vous avez mentionné dans votre introduction qu'effectivement, il s'agissait aussi d'essayer d'éjecter la Chine sur le terrain de l'intelligence artificielle, mais pas que. C'est aussi éjecter la Chine sur le volet géopolitique. Rappelons que la Chine avait été un acteur. C'était l'acteur qui avait permis le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Tout à fait. C'était les Chinois qui étaient venus de nulle part avec cette proposition d'une trêve et d'une paix durable entre les deux géants sunnites et chiites de la région. Et les Américains avaient été pris de court, on se souvient. Et puis c'était la première action diplomatique de cette ampleur du géant chinois. Oui, effectivement. On connaissait la Chine sur le volet commercial, voire même technologique, mais là, dans la diplomatie, dans la réelle politique, c'était tout nouveau. C'est vrai, on ne voyait rarement la Chine hors de son secteur, donc l'Extrême-Orient et la mer de Chine. Mais là, c'était pour la première fois, surtout dans le théâtre du Moyen-Orient, qui est une région dans laquelle il y a une suprématie d'abord des intérêts occidentaux. On le sait, anciennement britannique, aujourd'hui américain. Donc les Chinois avaient fait une percée et je pense que Donald Trump aujourd'hui incarne cette tendance à Washington selon laquelle il faut une nouvelle approche avec le Moyen-Orient, y compris rompre avec les récits du passé, le droit de l'hommisme. Vous vous souvenez, aujourd'hui Donald Trump ne parle pas du tout des droits de l'homme, puisqu'il accorde un crédit à ces réformes engagées par ses dirigeants du Moyen-Orient. Et donc, il sait que pour qu'il y ait des réformes importantes, il faut du temps. Et donc, il y a des signaux positifs et il faut prendre acte. Là où des anciennes administrations étaient toujours dans une posture condescendante qui agaçait, qui élargissait le fossé, un fossé par lequel pouvaient entrer des pays comme la Chine, la Russie, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, Trump a bien compris qu'il faut changer le récit. Et en plus de cela... C'est un retour au Moyen-Orient pour les États-Unis. Oui, là, alors c'est un retour à un nouveau Moyen-Orient, une nouvelle conception du Moyen-Orient, puisqu'on le dira, Donald Trump, contrairement à 2017, n'ira pas en Israël cette fois-ci. Quelles conséquences cette approche transactionnelle, Hicham Mouatiadid, justement sur la redéfinition, la perception de l'engagement des États-Unis dans ce Moyen-Orient que d'autres administrations avant Trump avaient quelque peu délaissé pour une autre région, nommément l'Indo-Pacifique? Je pense que vous l'avez discuté avec votre invité, en fait, ce que Donald Trump ou son administration, le Parti républicain essaye de faire, c'est d'aller récupérer en fait cette place délaissée par les démocrates en fait durant l'ère Biden et son administration et les démocrates, parce que en fait on a assisté en fait durant l'administration démocrate comme s'il y a une certaine fragilité de présence américaine dans cette région. Ce que Trump essaie de faire, c'est d'aller chercher en fait de récupérer en fait ce positionnement
traditionnel, classique, relationnel avec les monarques de cette région pour qu'ils puissent faire un retour stratégique, mais aussi géostratégique dans la région avec ces pays-là. En fait, elle essaie de le faire non seulement par la voie traditionnelle ou la voie classique que les administrations américaines avaient en fait la tradition ou la nature de le faire, mais il a essayé en fait d'accentuer en fait sur cette diplomatie transactionnelle pour qu'il puisse aller chercher des gains géopolitiques et politiques par la suite. Et en fait, je pense qu'il a réussi. Il a réussi, on va le voir avec les résultats par la suite, mais en moins il a un appui considérable de la part en fait des hommes d'affaires américains parce qu'ils étaient vraiment choyés d'avoir des contrats estimés à des milliards, des 1000 milliards en fait de dollars qui vont leur permettre. Il tape sur 4 000 de cette tournée. Il veut boucler 4 000 milliards de dollars. C'est beaucoup, 4 000 milliards de dollars. On n'a pas vraiment sens du poids. C'est le PIB de l'Allemagne. C'est le PIB d'un pays d'une puissance comme l'Allemagne. C'est dire quand même que les ambitions de Trump sont très grandes. Est-ce que c'est juste une énième annonce du président Trump? Réussira-t-il à boucler les 4 000 milliards? Il y en a déjà la moitié déjà signée. Oui, déjà la moitié signée, mais ce qu'il faut faire, il faut faire la part des choses en fait dans ce genre d'annonce, c'est qu'il y a ce qui est réalisable, réel sur le terrain, mais il y a aussi ce qu'on appelle une dimension symbolique et politique, comme un discours qu'il utilisera en fait à l'intérieur en fait des États-Unis, surtout dans le cadre de sa crédibilité politique auprès de son électorat. Mais je pense que quand même, c'est quelqu'un qui est connu vraiment de privilégier beaucoup plus en fait ces démarches transactionnelles, pragmatiques, pour vraiment comme levier en fait de la diplomatie américaine. Je pense jusqu'à présent, il a réussi d'atteindre en fait environ les 50%. Ça ne serait que sur papier. Par la suite, on va voir comment ça va se dérouler sur le terrain. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie d'instaurer son caractère de président d'État qui privilégie ce trait ou cette dimension transactionnelle dans la diplomatie américaine pour qu'il puisse récupérer cette place délaissée en fait jusqu'à certains points par les démocrates. Et je pense qu'on assiste vraiment à une nouvelle diplomatie américaine au Proche-Orient. Qui redécolle. Oui, et aussi, vous l'avez aussi certainement vu, qu'il il profite de chaque occasion pour faire des liens vraiment à cette dimension transactionnelle pour mettre de la pression géopolitique sur certains pays dans la région. On peut dire que l'avion présidentiel n'est pas parti vide parce qu'il était rempli des top 50 des plus grandes, ou en tout cas des dirigeants des plus grandes entreprises américaines, de BlackRock, des plus gros fonds d'investissement mondiaux, et bien sûr tous les magnats de la tech étaient présents avec Trump dans cette tournée. Et Hicham Mouattadid, vous avez parlé tout à l'heure de redécollage de cette administration, redécollage aussi des entreprises américaines. Ne prenons que l'exemple de Boeing. Boeing qui a connu vraiment une zone de turbulence très, très critique ces 12 derniers mois, notamment avec les problèmes qu'ont connus les appareils et donc par ricochet l'entreprise. Et là, le Qatar sort le chéquier et signe un gros contrat pour le géant américain de l'aéronautique. Un commentaire sur cela? Mais, je pense que vous l'avez en fait mentionné, le Boeing a connu un certain nombre de problèmes dernièrement, surtout face aussi à son concurrent Elon Musk, pour ce qui est en fait des appareils envoyés dans l'espace, surtout avec l'échec en fait du retour d'un certain nombre d'astronautes, et que Elon Musk avec son entreprise X qui a pu vraiment aller le chercher à la dernière minute comme un sauvetage de dernière minute, et a mis en fait les appareils, surtout au niveau de cette concurrence en espace, Boeing dans vraiment une situation très critique. Maintenant, le Qatar va essayer vraiment d'aller booster Boeing pour qu'il puisse aller mettre de l'argent et aller dynamiser, sauver en fait cette image de marque de Boeing à l'international, mais tout cela en fait se joue en faveur de l'administration américaine et surtout la personne de Trump qui essaie de dire que malgré les problèmes qu'un certain nombre d'entreprises qui pourraient confronter ici aux États-Unis, je suis capable d'aller chercher des appuis financiers à l'extérieur des États-Unis pour que les entreprises d'ici, c'est-à-dire à l'intérieur des Américains, puissent vraiment aller de l'avant. Comment les Américains voient cela? Hicham Mouattadid, vous êtes au Canada. Comment les Américains perçoivent-ils cela? Est-ce qu'ils regagnent en popularité? Est-ce qu'on sent qu'il y a comme une liasse populaire autour de ce président qui est
aussi, disons-le, hein, très critiqué, à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays, mais particulièrement à l'intérieur notamment des démocrates. Ben oui, en fait, tu as la population, le groupe ou le mouvement MAGA en fait qui va aller soutenir en fait cette position ou ces sorties ou ce choix stratégique de Trump à l'international, mais si tu as la population qui va se jouir de ces contrats parce que qui dit contrat ou qui dit en fait transaction, que ce soit dans l'industrie de l'armement ou bien en fait dans l'aviation, la création de plus d'emplois à l'intérieur du marché américain, ce qui va stimuler encore plus l'économie américaine, ce que Trump va essayer de vendre à son retour aux États-Unis, mais aussi tu as les démocrates qui vont aller critiquer un peu en fait ces sorties en fait au Proche-Orient parce que ils essaient de mettre en avant ce qu'on appelle cette question de conflit d'intérêts, surtout dans ce cadeau, cette offre en fait de Qatar envers l'administration américaine, envers la présidence américaine ou la personne Trump, en offrant en fait cet avion. Et je pense qu'il a été quand même critiqué par un certain nombre de sénateurs américains démocrates à ce sujet, mais je pense que quand même, pour le mouvement MAGA, pour le citoyen américain, le plus important, c'est vraiment la création de l'emploi, c'est la simulation de l'économie en fait américaine et le fait de voir un certain nombre d'investissements qui se créeront sur le sol américain. Et je pense que c'est le plus important pour le citoyen américain simple. Faites Boutaleb, je voyais acquiescer pendant que Saadid analysait son... C'est sur ce Air Force One? Non, c'est par rapport à la population américaine, ce que disait justement Hicham Mouadjid, c'est que il y a les MAGA, mais il y a une actualité importante qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu des élections partielles en Floride. À ce niveau-là, Donald Trump les a remportés. C'était 2 sièges dans la House, dans la Chambre des représentants. Seulement, c'était à 5 mois d'écart de la dernière présidentielle, une baisse considérable dans l'électorat de Trump. Donc, il les a remportés de manière beaucoup plus difficile qu'en novembre dernier. Ce qui souligne qu'il y a un recul pour justifier à cause justement d'une mauvaise gestion dans les premiers mois, les premières semaines du mandat de Trump, du volet économique, qui s'illustre par un petit ralentissement de 0,3% aux dernières informations dans la croissance américaine. Tout comme l'inflation. Alors que les prévisions en début d'année étaient plutôt positives et tablaient sur jusqu'à 3% de croissance pour 2025. Aujourd'hui, c'est tombé à 2,5% de croissance avec justement cette petite récession de 0,3%. Ce qui montre que Donald Trump, aujourd'hui, est aussi en difficulté sur le volet domestique. Il a besoin de montrer qu'il travaille et que son plan pour attirer les investissements à travers les tarifs douaniers fonctionne. Et donc, ces 4 000 milliards de dollars, mais comme vous l'avez souligné, pour le moment, il n'en est qu'à 2 000 milliards de dollars, ça reste quand même colossal. C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie américaine. Sachant que les Émirats arabes unis, si je me permets de vous... peuvent renchérir en plus. Alors surtout, oui, renchérir, d'autant plus que les Émirats arabes unis n'ont pas attendu la visite de Trump dans la région pour signer de gros contrats, notamment dans la tech. Ça s'est fait il y a quelques semaines à Washington. Ceci dit, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le terrain des négociations diplomatiques pour la paix dans la région, parce que Donald Trump se veut aussi, et à travers les accords d'Abraham, il y a en 2020, c'était pour rétablir la paix et la prospérité dans ce Moyen-Orient pour tout le monde. Est-ce que la priorisation des accords technologiques et économiques signifie que les efforts pour la paix, traditionnels en tout cas, sont mis entre parenthèses, Hafed Boutaleb, tout en soulignant un point très important, c'est la levée des sanctions des États-Unis sur la Syrie, et puis l'injection de capitaux et d'argent américain de nouveau dans ce pays après la chute de Bachar al-Assad avec ce nouveau président Sharia. Non, prioriser la technologie ne veut pas dire qu'il met entre parenthèses les efforts pour la paix, mais c'est une nouvelle philosophie. En encensant de la manière dont il l'a fait chacun des monarques de la région qu'il a rencontrés, Donald Trump envoie un message fort. D'abord, ce n'est plus par le prisme d'Israël que les Américains vont aborder les questions du Moyen-Orient, c'est dans une relation directe entre les chancelleries de Washington et les chancelleries concernées. Ça, c'est une première.
Donc Israël n'est plus l'unique facteur avec lequel les Américains vont peser leur politique et jauger leur politique dans la région. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a un élément important qu'il faut souligner, vous l'avez dit par rapport à Ahmad Shara, c'est que pour ce dossier de régler le conflit israélo-palestinien, Donald Trump ne va pas adopter uniquement la lunette israélienne, comme c'était le cas pour les accords d'Abraham, et c'était ça le talon d'Achille des accords d'Abraham, c'était des accords négociés directement en ce qui concerne le Moyen-Orient entre Washington et Tel Aviv. Là, aujourd'hui, il va associer le maximum de parties prenantes, tout en défendant bien évidemment l'intérêt d'Israël. C'est ce qu'on a vu par rapport lorsqu'il reçoit Ahmad Shara. Il lui demande, une fois qu'il a annoncé la levée des sanctions, donc il n'a plus de moyens de pression. L'Arabie saoudite a son mot à dire dans cette rencontre et dans ce dénouement. Vous savez qu'il y avait Erdogan aussi en Zoom, donc il était présent. Oui, l'Arabie saoudite quand même se positionne là comme un allié fondamental des États-Unis. Elle supplante le leadership égyptien. Là-dessus, il n'y a plus de questions à se poser. L'Égypte d'avant, c'est l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Et il va falloir associer des géants comme l'Arabie saoudite, mais aussi des pays voisins comme la Syrie, quel que soit l'historique. L'Arabie saoudite met une condition sine qua non, s'alignant même à d'autres pays, celle de la reconnaissance de l'État palestinien contre une signature des accords d'Abraham. Oui, et pas seulement la reconnaissance d'un État palestinien, mais en plus, dans les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale, plusieurs communiqués on souligne clairement que Mohammed Ben Salman insiste, le prince héritier d'Arabie Saoudite, insiste sur ce volet-là. Et hier, lorsqu'il a rencontré Ahmed Shara, ou avant-hier, la levée des sanctions n'avait pas de contrepartie. C'était juste une demande, demander aux Syriens d'étudier l'option de normaliser la relation avec Israël. Pourquoi il signerait? Pourquoi alors Trump lèverait les sanctions s'il n'a pas de contrepartie? On connaît le businessman que c'est. Bien évidemment qu'il y a des contreparties. On a entendu parler de cette fameuse Trump Tower à Damas, et il y a la reconstruction. Mais encore. Et la reconstruction de la Syrie, c'est un sacré chantier. On parle d'un pays de 25 millions d'habitants. Il va falloir tout reconstruire, routes, autoroutes, logements, resorts touristiques, centres commerciaux, tout, aéroport, tout va être reconstruit. Évidemment, on peut imaginer que Donald Trump fait du business aussi là-dessus. Mais c'est vraiment, on sent aujourd'hui que la stratégie qui était avant celle des États-Unis pour la région a totalement changé. Aujourd'hui, il y a aussi, il faut le souligner, l'image des États-Unis a été considérablement écornée après les événements de Gaza et le massacre quotidien à Gaza. Et aujourd'hui, Donald Trump, en se déplaçant dans la région, la première visite historique de l'histoire au Qatar. C'est la première fois qu'un président des États-Unis visite ce petit pays du Golfe. Ce petit pays qui compte quand même une des plus grandes bases militaires américaines dans le monde. Il n'y a jamais eu de visite d'un président des États-Unis. Petit pays, mais voilà, un grand pays pour les États-Unis. On voit bien, mais on voit bien clairement que Donald Trump est dans une opération séduction vis-à-vis des Arabes. Et vice-versa. Je veux dire, il y a de la séduction des deux côtés, parce qu'on a vu qu'ils ont mis le paquet, même dans la réception du président américain, que ce soit les Émiratis, le prince saoudien, le Qatar aussi. On a mis les petits plats dans les grands. Évidemment, et vous savez que le beau-père de la fille de Donald Trump, c'est un Libanais chrétien. Il s'appelle Massad Boulos. Il appartient à une des grandes familles chrétiennes du Moyen-Orient et il est envoyé spécial de Donald Trump pour la région du Moyen-Orient. Massad Boulos a beaucoup ouvert Donald Trump à l'univers du Moyen-Orient. Vous savez, les grandes familles, qu'elles soient sunnites, chrétiennes ou même chiites, de la région, Liban, Syrie, Arabie Saoudite, Moyen-Orient. Et c'est un univers qui a beaucoup plu à Donald Trump. Vous savez que Donald Trump, c'est quelqu'un quand même qui reste très émotionnel et qui va souvent essayer de répercuter son expérience personnelle sur la réalité qui le dépasse. Donc, effectivement, là-dessus, il a découvert le monde arabe. Il a une vision beaucoup plus affinée et surtout, il prend plus de distance avec Benjamin Netanyahou parce qu'il a compris que l'agenda de Benjamin Netanyahou n'était pas le sien. L'agenda de Donald Trump depuis la campagne électorale de 2024 était de faire la
paix dans les grands conflits mondiaux, notamment l'Ukraine et le Moyen-Orient, pour pouvoir s'atteler à la croissance économique. C'était ça son discours, et que les États-Unis n'avaient plus intérêt à s'immiscer à des conflits étrangers. Aujourd'hui, on voit bien que Benjamin Netanyahou, lui, poursuit un autre agenda, et Donald Trump l'acte et creuse l'écart entre lui et le Premier ministre israélien. Est-ce que cela veut dire aussi que ça creuse l'écart dans les plans de Netanyahou pour l'Iran? Hicham Moatadi, je vous pose la question. Quid de l'Iran dans tout cela, dans toute cette visite au Moyen-Orient? Parce que bon, c'est quand même... Il y a deux elephant in the room, il y en a deux. Il y a la situation au Proche-Orient et il y a aussi l'Iran. Ben oui, comme vous l'avez mentionné, vous l'avez discuté aussi avec votre invité, en fait, ce que Trump essaie de chercher à travers cette diplomatie transactionnelle, c'est dans la finalité, c'est de mettre en fait de la pression sur ces régimes de la région, ces monarchies de la région, pour qu'ils puissent vraiment avoir une certaine dynamique géopolitique en faveur des intérêts des Américains en premier, mais aussi comme alliés sûrs, crédibles et de confiance pour ces pays du Golfe. Je pense que ce qu'ils cherchaient de plus, en fait, à avoir de la part de l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus, en fait, d'arriver ou de convaincre jusqu'à certains points la monarchie en Arabie saoudite de conclure des accords ou au moins de les ramener à conclure les accords d'Abraham avec Israël. Ce qu'ils cherchaient avec le Qatar, c'est beaucoup plus cette médiation avec l'Iran. Il l'a mentionné dans son discours hier ou dans son intervention autour de la table, lorsqu'il a dit je compte beaucoup en fait sur le Qatar pour qu'il puisse être ou jouer un rôle de médiation positif avec l'Iran pour éviter une certaine escalade militaire dans la région. Je pense que ce qu'elle essaie de faire dans cette région, c'est que d'être vraiment ce qu'on appelle d'être un apport de diplomatie économique pour ce pays, mais aussi à travers cette dimension économique et commerciale et à travers ce nombre en fait, d'accords économiques, ils puissent aller chercher une certaine finalité politique, géostratégique de Washington pour qu'il puisse s'imposer comme leader en fait, et de garant de stabilité et de paix pour la région. Donc, il va essayer d'aller chercher l'Arabie saoudite pour qu'il puisse vraiment garantir une certaine paix avec Israël dans la région, mais aussi d'aller utiliser le Qatar dans cette médiation avec l'Iran pour qu'il puisse garantir un certain nombre d'intérêts que en fait, Washington veut dans la région pour éviter une certaine escalade dans la région par rapport à l'Iran. Merci. Une dernière question, Hafed Boutaleb, sur aussi l'alignement de tous ces pays dont nous connaissons une certaine rivalité. C'est un positionnement commun. Comment voyez-vous ici l'alignement de ces pays de la tournée de Trump? Il est intéressant de voir l'autre perspective, la perspective purement moyen-orientale. Vous savez, on va dire même peut-être perspective du Golfe, parce que vous parlez peut-être, vous faites référence à l'animosité entre le Qatar et les Émirats arabes unis, par exemple. Par exemple. Qui est mise entre parenthèses, mais nous savons que ces pays du Golfe savent prioriser leurs intérêts quand ils ont un intérêt commun. Ce que malheureusement nous ne savons pas dans notre région, par exemple. Mais pour certains, notamment le Qatar, ne véhicule pas dans leurs médias non plus. Oui. Il est intéressant aussi de souligner cela. Il est intéressant de voir la contradiction entre les discours officiels prônés par certains médias basés au Qatar et la réalité du pragmatisme que chaque État a droit de mener pour le bien de ses intérêts, les intérêts de ses citoyens, que le Qatar mène, qu'il comprend effectivement lorsqu'il s'agit de ses intérêts, mais que les médias basés au Qatar peinent à comprendre lorsqu'il s'agit d'intérêts d'États tiers. Non, mais surtout que ça diffuse des messages à d'autres États aussi, il faut le dire. Oui, mais gardons en tête quand même que Donald Trump a évoqué des éléments fondamentaux. Il rompt avec la politique interventionniste de ses prédécesseurs, il se détache complètement, et ça date de 2016, de cette attaque, cette invasion américaine de 2003, qu'il considère comme être une disgrâce dans l'histoire américaine. Donc il ne veut plus d'un interventionnisme américain, il ne veut plus que les États-Unis soient perçus comme le gendarme du Moyen-Orient, il veut un soft power américain au Moyen-Orient. Il veut que les Moyen-Orientaux, les Arabes de la région, puissent être séduits par l'Amérique
plutôt que de nourrir cette rancune vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est une rupture considérable dans le paradigme de l'approche américaine. Pour cela, il va se garder de parler de droits de l'homme, il va se garder de faire des critiques de gestion. Au contraire, il va encenser les dirigeants du Moyen-Orient et les louer pour les grandes réalisations. Il faut le rappeler quand même, le Moyen-Orient a complètement changé de visage. Et Donald Trump a cet avantage d'être un chef d'État occidentaux qui reconnaît les choses quand il les voit. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'autre côté de la rive méditerranéenne, pour certains. Exactement, pour certains. Et c'est impressionnant comment ce shift de la diplomatie américaine est en train de se produire devant nos yeux. Et bien sûr, chaque jour apporte son lot de surprises. Merci beaucoup, Hafed Boutaleb, depuis bien sûr l'investiture de ce président américain, Donald Trump. Merci à vous aussi, Hicham Mu'tadid, c'est d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame. Et voilà, merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.